On n'est pas à un rebondissement près dans l'histoire du Moyen-Orient. Cet accord cadre qui a été signé, entériné entre les États-Unis et l'Iran. Et on se souviendra de la scène, là, le Donald à Versailles, dans son élément, dans un palais, qui sort son gros Sharpie, qui signe ça. Puis après ça, aujourd'hui, devait s'entamer en Suisse des négociations. On se donne à peu près 60 jours de négociations. Georges Mercier, analyste, doctorant en sciences politiques au Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris et à l'Université de Montréal est là. Salut Georges! Salut Alex! Bon, ça commence bien mal parce que là, finalement, les négociations sont reportées. Et là, tu as J.D. Vance, le vice-président américain, qui se présente un peu comme le grand défenseur de cet accord-là. Critique sévèrement notamment le gouvernement israélien. Il a passé 2-3 messages, lui. J.D. Vance est dans une position difficile parce que de tous les membres de l'administration Trump, c'était un de ceux qui appartenait vraiment à l'aile isolationniste. Il avait même fait savoir, en coulant des informations au New York Times, qu'il s'était personnellement opposé à la guerre. Et là, il y a quelque chose de très, très cruel, c'est que Donald Trump décide de le mettre à l'avant-plan et de lui faire porter le fardeau de défendre un accord qui passe plutôt mal en ce moment aux États-Unis et qui passe plutôt mal à peu près partout. Donc, il est dans une position compliquée et comment il s'en sort, ça, c'est intéressant. Il faut bien comprendre que dans le mouvement MAGA, dans la droite américaine, il y a différentes droites, puis il y en a une qui est plutôt anti-Israël, voire antisémite. Et J.D. Vance, en s'attaquant assez fortement à Israël hier, en disant essentiellement « Vos armes viennent de nous, sans les États-Unis, vous êtes tout seul, vous êtes foutus, il n'y a plus d'espoir », mais il envoie un signal à cette branche du mouvement MAGA, qui inclut Tucker Carlson, qui a beaucoup de followers, pour essayer d'élargir sa base et de redorer un peu son image. Maintenant, il y a un truc que je voulais dire sur pourquoi il ne se rendait pas en Suisse. Il y a un moment où il y a peut-être un risque que les Iraniens poussent trop leur loc, en bon québécois, parce qu'il faut bien comprendre une chose. Les Américains et les Israéliens, en février, ont choisi d'attaquer unilatéralement l'Iran. Pour répliquer à ça, les Iraniens, qui étaient moins forts, ont utilisé un outil asymétrique, la fermeture du détroit de Hormuz. Le problème, c'est que cet outil-là était un problème pour toute la planète. Donc, pour résister à deux envahisseurs, ou deux attaquants, les Iraniens prennent la planète en otage. Là, les Américains signent un accord et nous disent « on veut réouvrir le détroit et on est prêt à négocier, non seulement ça, mais on vous donne la mer et le monde. Si vous êtes à peu près normaux, vous allez avoir des investissements, des levées de sanctions, vous allez vraiment pouvoir vous en sortir. » Et là, les Iraniens font la fine bouche, annoncent hier qu'ils vont bel et bien imposer des frais après 60 jours, là, remettent en question le début des négociations en raison des frappes d'Israël sur le Hezbollah au Liban, dans un autre pays. Il y a un moment où peut-être que si les Iraniens continuent comme ça, ils vont faire face à une réplique mondiale qui ne serait plus seulement les États-Unis et Israël, mais une coalition qui comprendrait bien qu'écoutez, on ne peut pas entraver la navigation dans un détroit comme ça. Mais dans le fond, Georges, on est face à quoi, là? On est face à une espèce d'accord cadre qui vise à enlever un peu de pression, on joue l'horloge, on achète du temps? Mais essentiellement, mais pas seulement ça, le prix du gaz aux États-Unis est enfin redescendu en bas de 4 $. Les Américains semblent avoir compris qu'ils ne parviendraient pas à leur désir avec une solution militaire. Ça ne fonctionnait pas, ils voulaient une porte de sortie. Et cette porte de sortie-là, ils l'ont achetée à grand prix. C'est ça l'accord qu'on a eu cette semaine. C'est tenter de donner un bribe en bon français aux Iraniens pour leur permettre de sortir. Les Américains veulent partir. Si les Iraniens veulent continuer dans ce conflit-là, c'est leur problème. Et la question qui se pose pour le régime iranien, c'est la même qui se pose depuis 47 ans, c'est voulez-vous être un régime normal, qui tant bien que mal serait intégré à l'économie mondiale, ou vous voulez continuer de privilégier la cause de la révolution islamique et ne pas agir comme un régime normal? Et ce qu'on nous montre depuis hier, c'est que les Iraniens choisissent encore aujourd'hui le pari de la révolution au détriment du bien-être de leur population et de leurs propres intérêts économiques. Pour l'espèce de cagnotte là, de 300 milliards là, qu'on avait dit, parce que là, il y a toutes sortes de déclarations en lien avec ça. Qui va financer ça? Est-ce que les Américains vont mettre de l'argent dans le pot ou ce sera simplement les pays autour? Ça aussi, là, ça a déchiré. Puis Trump a été là, tu sais, vraiment piqué au vif par les réactions à l'international qui critiquaient cet accord-là. Puis essentiellement, ce que le Donald a dit et a écrit surtout sur ses réseaux sociaux, ça a été, regarde, si vous comprenez rien là-dedans, là, vous êtes des imbéciles, vous êtes des caves, puis... c'est moi qui ai raison. C'est une bonne manière de convaincre qui que ce soit qu'on a raison, à les insulter. Je pense que ce qu'il faut comprendre, ce qui est très particulier avec l'accord qui a été signé, c'est qu'il implique beaucoup de choses, de beaucoup de gens, mais il y a seulement 2 signataires. Donc, ce sont les Américains et les Iraniens qui l'ont signé. Bon, ça implique Israël et le Hezbollah, manifestement, mais ça implique aussi ces autres pétromonarchies du Golfe qui pourraient investir dans ce fameux fonds éventuel de 300 milliards. Donc, si on a un accord qui fait des demandes à plusieurs acteurs, mais que ces acteurs-là ne le signent pas, ce serait très surprenant. C'est comme si vous passiez un contrat avec quelqu'un, mais vous passiez un contrat avec votre voisin, mais qui impliquait que votre troisième voisin fasse quelque chose
alors qu'il n'est pas signataire du contrat. Ça ne fonctionnera pas. Ça se peut qu'il s'oppose à ça. Bon, d'un conflit à un autre, on va laisser l'Iran pour parler de la guerre en Ukraine. Là, il y a eu une attaque ukrainienne importante sur Moscou. Le G7 cette semaine, on a vu Volodymyr Zelensky et t'as Pete Hegseth, secrétaire de la guerre, qui a annoncé, lui, une réduction des forces armées américaines en Europe. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette position-là, de cette espèce de désengagement militaire américain? Ben justement, c'est très intéressant parce qu'avec la politique de l'administration américaine, c'est souvent difficile de distinguer le spectacle d'une stratégie à long terme. Et les Américains, l'année dernière et cette année, ont publié 2 stratégies de sécurité nationale et de défense nationale. Ça, ce sont des documents dans lesquels ils mettent sur papier leurs priorités puis leurs stratégies pour l'avenir en ces matières-là. Et ce qu'on comprend des 2 stratégies, c'est que les Américains sont dans une position de consolidation. Ils ont remarqué qu'ils avaient des engagements aux 4 coins du globe, mais qu'ils n'avaient plus les capacités industrielles et militaires pour les assurer. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? À consolider leurs acquis et à limiter leurs obligations un peu partout. Une manière de faire ça, c'est limiter l'armement ou les forces armées présentes en Europe, parce que les pays européens demeurent des nations riches qui, techniquement, pourraient prendre à charge une partie plus importante de leur défense. Et depuis le départ, c'est assez constant ici, le Pete Hegseth, Donald Trump, lorsqu'il critique les alliés pour leur faible investissement, ce qu'il leur dit, c'est « Écoutez, nous ne pouvons plus assurer ça, vous devez en faire plus. » Donc, on les menace et on ne cesse de les menacer. Et ce qui a été annoncé hier, c'est à peu près la même chose. Ajoutons un autre élément ici. La Maison-Blanche a très, très, très mal pris le comportement des alliés de l'OTAN durant la guerre en Iran, parce que, par exemple, l'Espagne avait interdit aux avions américains d'utiliser son espace aérien pour frapper l'Iran. On y a vu un désaveu, puis on y a vu un manque de solidarité. Il y a eu ça, mais il y a eu aussi... Tu sais, quand Trump voulait débloquer Détroit d'Ormuz, puis là, il interpellait des alliés, puis il n'y a personne qui est venu. Là. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même curieux, ça, parce que le Détroit d'Ormuz, c'était par excellence un problème mondial. En fait, c'est ce qu'on appelle un bien public mondial, un détroit comme ça. Et ça nous concernait tous, et pourtant, on a tous fait comme si les Américains, c'est leur problème, qu'ils se débrouillent avec, ça ne nous concernait pas, alors qu'au contraire, ça nous a concerné depuis le départ. Mais des fois, en politique, on est déçus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on pense être nos alliés qui ne viennent pas à notre secours. Et des fois, il y a des opposants politiques, puis tu sais, vraiment, là, que ça brasse, puis on se dit jamais cette personne-là va venir à la défense de notre projet, de nos idées. C'est impossible. Un exemple pour nous qui prouve le contraire. Je suis tombé en bas de ma chaise en lisant ça hier. Je tombe sur une lettre dans le Financial Times qui défend le plan de Trump pour Gaza, ce fameux Board of Peace et tous ces éléments-là. Devinez qui l'avait écrite? Hillary Clinton. Ah oui, donc, si Hillary Clinton est capable de mettre de l'eau dans son vin pour travailler avec Donald Trump, peut-être c'est une leçon pour nous-mêmes que oui, c'est un homme qui choque, qui dérange. On est tous d'accord là-dessus, mais il y a un moment où nous demeurons des Occidentaux, on devrait réapprendre à travailler ensemble. Elle a quand même pas défendu Riviera-Gaza toujours. Là, son espèce de plan de Côte d'Azur sur le bord de... OK, parfait, tu me rassures. Merci, Georges.